Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui tous réunis pour fêter les 40 ans de l'inventaire des SNIEF. Je vous remercie également d'avoir fait ces quelques mots d'introduction. Nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui visionneront cet événement différé, notamment nos partenaires ultramarins. Je suis Fanny Lepareur, je travaille à Patrinat en tant que chef de projet sur l'inventaire des SNIEF. Cela fait maintenant 7 ans que j'ai le privilège d'animer ce programme au niveau national pour apporter une aide sur le cadre scientifique et technique. Donc je commencerai cette introduction par une légère rétrospective, donc indispensable lorsqu'on fête un anniversaire. Je ne m'attarderai pas car l'histoire des SNIEF est connue de tous, tant elle est fabuleuse, et ses instigateurs sont régulièrement cités comme précurseurs, comme ce qui a été dit précédemment. D'ailleurs, cette histoire est quasiment systématiquement contée et racontée dans les articles consacrés à l'inventaire. Dès son lancement en 1982, ce qui frappe en premier lieu, c'est la modernité des concepts et des méthodes. L'organisation du programme ainsi que ses utilisations ont également été pensées dès le début pour durer dans le temps. C'est pour cela que l'esprit de l'inventaire est resté intact 40 ans après. Le sous-titre du colloque des 30 ans, on en a parlé, intitulé « L'histoire d'une réussite » résume bien ceci. Donc 3 colloques ont été organisés depuis le lancement en 1982. Ils ont permis à la fois de faire un bilan de celui-ci, comme ce qui a été dit, et de lui donner une impulsion pour l'avenir à des moments charnières. Le premier colloque, qui s'est tenu en 1990, a présenté l'incroyable tour de force de la mise en place de l'inventaire en 8 ans d'existence. Donc cela s'est traduit par un effort de mobilisation sans précédent de la communauté scientifique et naturaliste française. Ce sont les mots d'Hervé Morin. Mais ce bilan a également mis en avant une hétérogénéité des données sur l'ensemble du territoire et un aspect thématique des zones. Il y avait des zones qui avaient une thématique très oiseaux ou flore, par exemple. Donc ce constat, ainsi que l'arrivée de la directive européenne dite Habitat Faune Flore en 1992, aboutira donc au lancement de la phase dite de modernisation de l'inventaire et donc à la distinction de la première génération, donc pré-modernisation, et deuxième génération, post-modernisation. Donc le deuxième colloque, qui s'est tenu en 2012, pour fêter les 30 ans, présentait, lui, le bilan de l'inventaire au crépuscule de la phase de modernisation. Donc cet événement a été l'occasion de lancer l'inventaire en continu, comme ce qui a été dit, en abandonnant ce système générationnel. L'inventaire des SNIEF est devenu permanent sur le territoire, sur tout le territoire français et continue sur les zones. Cela veut dire que les mises à jour des SNIEF et les créations de nouvelles zones sont facilitées et plus rapidement donc diffusées et mises à disposition pour tous. Les évolutions donc prévues pour cette mise en œuvre de l'inventaire en continu ont été présentées à l'occasion de ce colloque des 30 ans. Donc ça aboutit à une évolution du cadre méthodologique et des outils informatiques accompagnant sa mise en œuvre opérationnelle, cette fois-ci, ont été lancés en 2017. Donc nous voilà aujourd'hui tous réunis pour une 3e édition, à un moment également charnière. En effet, la mise en œuvre de l'inventaire en continu a fait l'objet de retours d'expérience des acteurs et correspondants SNIEF ainsi que des CSRPN. Donc je profite d'ailleurs de cette occasion pour les remercier tout particulièrement. Ces retours d'expérience et les échanges qui ont suivi ont permis de mettre en place des améliorations qui concourent à renforcer la diffusion des intérêts patrimoniaux renseignés dans les SNIEF. Les améliorations majeures issues de ces échanges vont vous être présentées. Cela permet de faire un état des lieux de l'avancée du programme. Donc, la première évolution concerne ce qu'on appelle les bandes d'actualité. Donc, le principe fondamental attaché à ce concept concerne le maintien d'une information la plus récente possible des espèces et des habitats déterminants qui portent l'intérêt patrimonial d'une SNIEF. Donc cela se traduit par une règle que 30% des données déterminantes d'une zone doivent être considérées comme actuelles ou récentes. Donc l'évolution récente concerne la mise en place des bandes d'actualité différentes pour chaque groupe d'espèces et d'habitats. Bon, ce qu'il faut retenir surtout, c'est pour que les SNIEF en fait portent une information dite récente sur donc 30% des données, il est important d'actualiser, de mobiliser, de partager les données d'observation récoltées dans les inventaires ou les suivis dans chaque territoire. Et lorsqu'on constate de réelles lacunes de connaissances, alors des stratégies d'acquisition de données peuvent être mises en place. La seconde évolution marquante
concerne l'ajout d'une nouvelle catégorie de taxons dans les formulaires SNIEF, donc les formulaires étant la carte d'identité de la zone. Donc, parmi les besoins identifiés par les acteurs régionaux et locaux depuis le lancement de l'inventaire en continu, il était mis en avant la nécessité de recentrer l'inventaire des SNIEF sur l'expertise et la synthèse des éléments d'intérêt patrimonial, qui est la définition même de son identité. Donc, aux côtés de la catégorie espèces déterminantes, qui est au cœur du dispositif SNIEF, la catégorie autres espèces dans les formulaires SNIEF permettait de lister d'autres espèces observées dans la zone sans critères définis pour un intérêt en particulier et considérées comme des éléments secondaires de description de celle-ci. Cette catégorie avait un sens ou un avantage il y a quelques années, mais c'est avec l'avènement des outils informatiques de plus en plus structurés et des portails de diffusion également qui sont plus accessibles à tout le monde. Donc c'est plus le cas, donc cette catégorie en fait est vouée à disparaître. Les bases de données sont devenues un outil quotidien pour la bancarisation des données et le partage des données d'observation des espèces est maintenant facilité, notamment dans le cadre du SINP. Donc, comme je le disais, cette catégorie autres espèces qui est très hétérogène, avec des taxons un peu tout venant, on va dire, est donc vouée à disparaître pour ne pas alourdir les éléments du porté à connaissance des formulaires SNIEF. Alors, cependant, il reste quand même intéressant de signaler des espèces ayant des intérêts écologiques, réglementaires ou autres, mais qui ne justifient pas l'inscription d'une zone à l'inventaire des SNIEF, comme ce qui est le cas des espèces déterminantes. Donc, une nouvelle catégorie, appelée autres espèces à enjeu, a vu le jour avec des critères définis pour renseigner ces taxons. Donc, vous avez illustré ici un exemple d'une nymphalitidée dont la sous-espèce est endémique des Petites Antilles. Celle-ci est liée aux forêts sèches et fréquente des portions littorales bien délimitées, notamment sur le territoire de la Martinique, mais elle est cependant commune dans cet environnement. Donc elle est considérée comme à enjeu, mais non déterminante pour la Martinique. Il a noté que ce travail a été fait par quelques régions depuis quelques années, avec par exemple le concept des espèces remarquables de la région PACA. La dernière évolution majeure, elle est en cours d'élaboration. Elle concerne les habitats déterminants. Donc, les habitats déterminants sont les habitats qui contribuent à l'identification de la zone, pour leur valeur propre ou pour celle des espèces qu'ils abritent, en dehors de toute considération de surface. Le premier critère, qui était jusqu'à présent utilisé pour inscrire une zone à l'inventaire des SNIEF, stipulait que toute SNIEF doit abriter au moins une espèce déterminante, les habitats apportant une information importante, mais qui n'est pas suffisante. Cependant, si un habitat est dit déterminant, alors il détermine l'intérêt et justifie le choix de la zone par rapport à ses milieux environnants, avoisinants. Donc, à ce titre, la présence dans une zone d'un ou plusieurs habitats déterminants, à elle seule, sans observation d'espèces déterminantes, peut alors également justifier son inscription à l'inventaire des SNIEF. Ce qui peut être très utile notamment pour les SNIEF marines qui sont hauturières. Donc, pour résumer cette partie de l'introduction, il faut continuer à maintenir le programme SNIEF dans son rôle de socle, voire de moteur de la connaissance naturaliste patrimoniale, et la place plus décisive des habitats déterminants, le recentrage de l'inventaire des SNIEF sur les éléments d'intérêt patrimoniaux, à travers les espèces déterminantes, bien entendu, mais également une meilleure définition des autres espèces en jeu, et le maintien d'une information la plus récente possible, tout concourt à un renforcement du porté à connaissance des enjeux écologiques de la SNIEF. Donc, je vous ai exposé les évolutions récentes du cadre méthodologique de l'inventaire en continu qui ont été réalisées depuis 2017. Un bilan très rapide de l'inventaire, tel qu'il est aujourd'hui, va vous être maintenant présenté. Donc, ce bilan chiffré pourra vous donner un contexte à vos futurs échanges. Donc, voici les cartes des différents types de SNIEF. Donc, cela représente plus de 20 000 zones actuellement. Elles couvrent environ un quart du territoire national terrestre. Donc, les SNIEF sont des espaces de biodiversité remarquables qui ont proximité avec les citoyens. Comme ce qui a été dit en introduction, près de 70% des communes françaises abritent au moins une SNIEF. Et plus de 90% des Français vivent à moins de 5 km d'une SNIEF. Voici quelques exemples par territoire.
Donc vous pouvez voir que Saint-Pierre-et-Miquelon est couvert à 95% de SNIEF sur le milieu terrestre, valorisant ainsi des écosystèmes remarquables comme la seule forêt boréale du territoire français, ainsi que la toundra arctico-alpine. Un autre exemple à Mayotte, qui bénéficie actuellement de 32 SNIEF marines qui couvrent environ 6% de sa mer territoriale. La richesse des récifs et des lagons est exceptionnelle. Donc l'outil SNIEF est un socle spatialisé de connaissances et donc un outil pertinent, effectivement, pour aider à définir des zones de protection de la biodiversité. Et on observe actuellement qu'une majorité de ce patrimoine naturel remarquable bénéficie actuellement d'un statut permettant d'assurer sa conservation. Les SNIEF sont par exemple couverts en grande partie de sites Natura 2000, de réserves naturelles, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des parcs naturels marins. En ce qui concerne le contenu maintenant de ces SNIEF, actuellement, donc, ce qui a été dit, il y a plus d'1 million de données sur les taxons flore, faune et fonge qui sont diffusées via des portails de diffusion, donc des portails de diffusion régionaux, nationaux et internationaux. En termes de nombre de données, on est vraiment sur le nombre de données, ce sont les groupes des angiospermes, des oiseaux et des insectes qui sont le plus représentés d'une manière générale dans les SNIEF. Cependant, on retrouve une grande variété de taxons de tout groupe qui témoignent que les intérêts des SNIEF sont très variés. Ça représente plus de 35 000 taxons terrestres, aquatiques et marins. En ce qui concerne les habitats, donc plus de 160 000 données sont renseignées dans les SNIEF. Plus de 6 000 habitats sont listés comme déterminants pour leur région. Ils permettent, au même titre que les taxons, de décrire l'intérêt patrimonial d'une zone. Donc, après vous avoir présenté donc, les évolutions récentes du cadre méthodologique et le bilan actuel de l'inventaire en continu, nous allons nous intéresser à l'usage des SNIEF. Les deux précédentes éditions des colloques des SNIEF ont bien entendu exposé les différentes utilisations de l'inventaire. Nous avons souhaité que le colloque des 40 ans mette l'accent sur ce sujet. C'est pour cela qu'il est sous-titré donc, la connaissance au service de tous les usagers. Les retours sur les différentes utilisations des SNIEF permettent de nourrir les débats pour des évolutions, des ajustements, des améliorations futures. Il y a un équilibre à trouver entre héritage et adaptation en conservant l'esprit de l'inventaire. Améliorer sans dénaturer, cela permet une consolidation de l'outil SNIEF. Les utilisations de l'inventaire sont extrêmement variées et les utilisateurs également. Donc, ce schéma n'est pas exhaustif et catégoriser des types d'utilisateurs ou d'utilisation n'est pas si évident à faire. Un schéma en 3 dimensions aurait probablement été plus pertinent. Donc, pour ce colloque anniversaire, nous avons voulu que les échanges portent sur ce sujet, utilisation usagée, donc spécifiquement. Et 3 sessions de table ronde et d'échanges avec la salle sont prévues lors de cette journée et demie de colloque. La première session aura pour question centrale la manière dont les SNIEF sont prises en compte pour éviter, réduire et compenser les pertes de biodiversité dans les projets d'aménagement. La seconde portera sur la place des SNIEF face aux nouveaux enjeux... La seconde portera sur l'intégration des enjeux de biodiversité remarquables à travers l'inventaire des SNIEF dans les documents de planification à différentes échelles. Et demain, la troisième et dernière session portera sur la place des SNIEF face aux nouveaux enjeux concernant la biodiversité et leur intégration dans les politiques publiques de conservation de la nature. Les 2 sessions prévues aujourd'hui seront suivies à la fin de la journée par 3 témoignages sur l'exemple d'utilisation de l'inventaire des SNIEF dans différents territoires. Et 2 présentations compléteront ces sujets demain à la fin de cet événement, donc un sur les aspects juridiques des SNIEF et la dernière en prenant un peu plus de hauteur pour situer les SNIEF dans la galaxie des outils internationaux. Donc, comme je l'ai dit précédemment, plusieurs fois, cet événement est axé sur l'utilisation des SNIEF et comment, à travers le témoignage et les questions autour de l'utilisation, nous pouvons améliorer l'outil SNIEF, donc sans le dénaturer. Mais malheureusement, en une journée et demie, nous ne pourrons pas aborder toutes les utilisations extrêmement variées. Et parmi celles-ci, l'utilisation des SNIEF par la communauté naturaliste et scientifique est un vaste sujet. En effet, les premiers usagers des SNIEF sont les personnes qui font les SNIEF.
Ce sont les naturalistes, professionnels ou amateurs, scientifiques, associations, bureaux d'études et sociétés savantes. En effet, le travail qu'ils réalisent sur le terrain et lors de l'identification des taxons et des habitats participe à l'enrichissement de la connaissance à l'intérieur même des SNIEF, bien évidemment, mais il participe également à une amélioration de la connaissance bien plus large à travers leurs travaux et ceux de leurs pairs. Donc voici un exemple de taxon que je trouve sympathique, car ce nouveau champignon pour la science, décrit en 2016, a été nommé en référence aux SNIEF. Il a été découvert dans une SNIEF de Martinique. Donc pas très facile à prononcer, je suppose. Et donc une présentation plus détaillée sur ce sujet vous sera faite donc en clôture de journée. Je remercie mes collègues de Patrinat pour les calculs des indicateurs qui vous ont été présentés, et tout particulièrement Mathieu Banceau pour son travail efficace et sa bienveillance, et pour être à mes côtés dans l'animation de l'inventaire au niveau national. Je vous remercie beaucoup de votre attention.